Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints aussi nombreux pour ce retour d'expérience sur la mise en place d'une solution analytique grâce à Azure Synapse Analytics. Vous allez très bien accompagner cet après-midi parce que vous êtes entre les mains de Guillaume Vicien qui est notre Data Engineer Tech Lead Azure chez Valoway. Vous aurez aussi Jean-Emmanuel, le Chief Data Officer du groupe IMA qui est présent ici, à qui vous pourrez poser toutes vos questions par la suite. Également présent avec nous notre partenaire Microsoft qui nous accompagne dans la mise en œuvre de ce projet, donc Alexandre Michelin qui est IA et Data Sales spécialiste chez Microsoft qui nous accompagne aujourd'hui, ainsi qu'Éric Charbonnier, Azure CTO, Data IA chez Microsoft. Donc merci à vous de nous honorer par votre présence, c'est très intéressant de vous avoir avec nous pour cet exercice. Et je vais très rapidement laisser la parole à Guillaume et à Alexandre qui vont mettre en avant justement la force d'un partenariat tripartite entre le client, le partenaire et l'éditeur dans la réalisation d'un projet d'envergure autour de Azure, un projet de data. Voilà. Bonjour à tous. Moi, je vais essentiellement laisser Guillaume parler. Moi, j'ai une seule réflexion à faire. C'est, Guillaume dira si c'est un succès ou pas, mais je tenais à relever la qualité du travail réalisé au profit d'IMA avec Valoway et la qualité du partenariat qu'on a tissé entre nos deux organisations pour apporter toute la puissance de la solution choisie par le client final, c'est-à-dire le groupe IMA. Voilà. Alors pour commencer, on va remettre un petit peu de contexte. Je vais déjà commencer par donner quelques éléments sur le groupe IMA. Donc le groupe IMA, c'est un acteur de référence dans le monde de l'assurance. Ils font de l'assurance de personnes, mais aussi technique. En gros, quand vous êtes en panne au bord de la route, vous avez une chance sur deux que quand vous appelez, vous tombiez sur quelqu'un de chez IMA qui va mettre en place un remorquage pour venir chercher votre voiture, un taxi pour vous rapatrier. Ça représente 3,3 millions de dossiers par an, une personne qui est assistée toutes les 7 secondes, ce qui fait que ça engendre énormément de données pour la société. Et IMA a un gros intérêt à bien aller valoriser cette donnée et à l'exploiter pour tout son pilotage. Donc si on met un petit peu de contexte pour voir pourquoi est-ce que le groupe IMA a choisi de passer dans le cloud et de passer sur Azure. IMA, c'est un groupe déjà qui est constitué de plusieurs entités. Il y a une entité pour l'automobile, il y a une entité pour l'habitation. Donc ça fait qu'aujourd'hui, ils ont toute leur data qui va être répartie dans plusieurs systèmes. Aujourd'hui, la data, elle est dans 8 systèmes décisionnels qui sont géographiquement pas au même endroit et qui sont technologiquement très éloignés. On va retrouver des technologies SAP HANA, du SQL Server, de l'Oracle, il y a un petit peu de tout, et idem pour la partie restitution. On retrouve du BO, du tableau, du SAS, du Qlik. Chaque entité avait un petit peu son propre outillage. Donc pourquoi le cloud ? Déjà, IMA, ils avaient besoin de faire une rationalisation des outils, essayer d'avoir un même outillage pour tout le groupe et pouvoir aller recentraliser la donnée dans un même endroit. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc avoir une solution qui va être scalable. Les projets ils vont arriver au fur et à mesure, le patrimoine data il va grossir au fur et à mesure, donc la souplesse du cloud va permettre d'accompagner et de pouvoir suivre cette évolution. Apporter une meilleure interconnexion avec les entités du groupe. Donc le groupe s'est disséminé géographiquement à différents endroits. Le fait d'avoir une solution cloud, forcément, ça simplifie l'accès à la donnée. Et aussi la nécessité de devoir répondre à de nouveaux enjeux avec beaucoup plus de pilotage à chaud que les infrastructures data avaient du mal à répondre et de nouveaux enjeux autour de l'IA, autour de l'automatisation de processus, donc tout ça qui va être facilité avec le cloud. Ensuite, pourquoi Azure ? Donc déjà, IMA voulait faire un partenariat avec un acteur majeur du domaine, de pouvoir aller vers un cloud provider sur lequel ils avaient confiance et dans lequel ils savaient que ce cloud provider allait sans cesse continuer leur démarche pour développer de nouveaux outils et de nouveaux services pour continuer à répondre à leurs besoins. Une interconnexion des ressources, c'est ce qu'on va voir dans la présentation. Le choix
d'être parti sur Azure, mais aussi le choix d'utiliser beaucoup de services Microsoft pour pouvoir bénéficier de toute cette interconnexion entre les ressources. Et un dernier point très important, c'est que c'est une politique qui est adoubée par les actionnaires. Donc IMA a beaucoup des assurances qui sont actionnaires. L'avantage d'être avec Azure et que ce soit adoubé au niveau groupe, c'est que pour plus tard, ça pourrait permettre de l'échange plus facile de données entre IMA et ses actionnaires. Donc une fois que le choix du cloud avait été fait, que le choix du cloud provider avait été fait, il a fallu lancer le projet. Donc comment ça s'est passé? Dans un premier temps, on a mis en place des POC pour pouvoir tester les différentes ressources qu'on avait à disposition sur Azure. Donc là, on a été accompagné par Microsoft qui nous aidait à faire le choix, qui nous disait, bon, mais là, il y a tel service qui est en train de sortir, notamment Synapse, vous devriez essayer de tester cette solution. On l'a mis, nous, on l'a challengé avec les outils qui existaient déjà. Donc, on a poké tout ça. Une fois qu'on a sorti de nos POC, on avait notre grande brique qui était définie et de se dire, OK, on va partir sur du Synapse et après, on va aller développer tout l'écosystème autour. Sur toute cette partie, on a la chance d'être accompagné de Microsoft à travers un programme qui est Fast Track, qui fait qu'on a des experts qui travaillent avec nous régulièrement de chez Microsoft, qui vont nous permettre de tamponner nos choix de ressources et d'architecture et de nous aider sur la montée en compétences. Comme ça, ils nous apportent du retour d'expérience qu'il peut y avoir chez d'autres clients pour nous aider à comment est-ce qu'on va scaler notre plateforme, comment on va pouvoir aller intégrer nos nouveaux cas d'usage. Ensuite, en termes de démarche, on a fait le choix, dès le départ, de ne pas se limiter à un simple POC ou MVP, mais on a voulu aller travailler tous les futurs domaines qui allaient nous faciliter notre future industrialisation. Donc le but, ce n'était pas juste de faire marcher un cas d'usage, c'était OK, on va bien aller caler notre architecture applicative et technique, mais dès le départ, commencer à aller apporter une démarche de réflexion sur notre gestion des référentiels, notre futur catalogage des données, comment est-ce qu'on va gérer nos données personnelles, comment est-ce qu'on va pouvoir être sûr de bien pouvoir les identifier, prendre tout ça dès le départ, avoir tout un axe aussi autour du delivery, mettre en place dès le départ des chaînes d'alimentation et des traitements qui soient industrialisés, en pensant à comment est-ce qu'ils allaient évoluer dans le temps pour pouvoir aller derrière simplifier les futures tâches de maintenance. Un autre sujet très important qui était assez nouveau sur ces outils cloud pour nous et cette gestion des ressources, c'est tout ce qui était rôle et consommation autour des ressources. Donc du coup, des nouvelles ressources, donc autour de chaque ressource, bien identifier dès le départ des RACI pour savoir qui fait quoi avec quelle ressource, qui a le droit de faire quoi et comment est-ce que ça va évoluer. Et enfin, la partie run pour se dire de suite, toutes nos chaînes qu'on est en train de monter, elles ont vocation à être vite en production, à être industrialisées. Et bien comment est-ce que je vais mettre ça, qu'est-ce que je vais devoir mettre en place pour être sûr d'avoir un ordonnancement de qualité, une exploitation simplifiée. Et derrière, ça nous a amené à mettre en place toute une certaine comitologie également autour du FinOps pour pouvoir s'assurer dès le départ qu'on allait pouvoir répondre aux futurs enjeux de mise en production. En termes d'environnement et de souscription, la chance qu'on a quand on met en place des solutions sur le cloud, c'est qu'on peut très facilement scinder nos environnements, créer des îlots différents. Et du coup, on a fait un choix, c'est d'aller quand même scinder nos environnements autour. On l'a fait autour de 3 souscriptions qui vont répondre à chaque fois à des enjeux différents. On va avoir une première souscription qu'on retrouve sur la gauche Sandbox qui va nous permettre de faire de l'expérimentation technique. Si on a besoin de venir tester une nouvelle ressource, tester un nouveau service proposé avec Microsoft, on va le faire dans un premier temps dans une souscription à part. Ensuite, on va retrouver au milieu notre gros couloir projet qui est décliné autour de 2 souscriptions. Une souscription data sur laquelle on a notre dev et notre recette. Et notre homologation et notre production, elle est déportée dans une autre souscription sur laquelle on n'a du coup aucune action de développement. Ça va être ensuite que du déploiement de composants et ça nous permet d'isoler notre production à part. On avait besoin à côté de garder de la souplesse parce que dans l'écosystème actuel chez IMA, il y avait un lab, donc on a décidé de remonter un lab qui va nous permettre de faire mûrir des projets qui ne sont pas
encore totalement secs, qui ne sont pas encore prêts à être totalement industrialisés. Ils vont faire un premier step dans le lab, ils vont commencer à se développer, et une fois qu'ils sont matures, on a la possibilité d'avoir une petite passerelle pour qu'ils puissent reprendre le couloir de dev et pour pouvoir aller jusqu'à la production. En termes de ressources, ce qu'on a mis en place, donc notre solution, elle est très axée autour de Synapse et du compte de stockage. Donc je vais revenir après en détail sur ces deux outils et bien comprendre le rôle de chacun. Et il faut voir qu'ensuite va graviter autour tout un tas de ressources mises à disposition par Microsoft qui vont venir très facilement s'interconnecter avec notre Synapse. On va retrouver la brique DevOps, donc que je vais détailler un petit peu après. On va retrouver différentes ressources qui vont nous permettre de gérer notre supervision et notre exploitation, avec un outil, une première ressource qui va nous permettre de gérer notre partie financière, une ressource pour gérer notre automatisation, du monitoring et des logs. Là, l'avantage qu'on va avoir avec une solution comme celle proposée par Microsoft, c'est que quand je veux mettre en place ma gestion des logs, j'ai juste à lui dire maintenant, tu te connectes avec mon Synapse et automatiquement, toute ma log va venir descendre dans mon log analytics. Quand j'ai différents outils, comme mes comptes de stockage ou d'autres ressources qui vont avoir certains usages qu'on va retrouver en haut à droite, mais toute ma log et toute ma supervision elle va tomber dans cet outillage-là, sans que j'ai rien à faire, juste à créer le lien entre les deux. Ça va permettre, nous, aux personnes qui vont faire de l'exploitation, qu'à travers un seul outil, ils ont une vision par exemple, sur le monitoring et de tout ce qui se passe en termes d'activité, aussi bien sur mes comptes de stockage que sur mon Synapse. Après, ils ont la possibilité de se créer leur propre dashboard, leurs propres alertes, et tout ça de façon centralisée. On va avoir une brique de gouvernance sur laquelle je vais revenir un petit peu dans le détail par la suite. Une brique sur le réseau et la sécurité. Donc là, c'est la même chose. C'est un point fort, par exemple, pour tout ce qui va être gestion de nos secrets, gestion de tout ce qui est mot de passe, etc. Pour ne rien avoir dans notre code et qui traîne dans nos ETL, ça va être automatiquement géré dans l'Azure Key Vault, ou quand je vais utiliser mon Synapse, dès que je vais avoir besoin de mettre en place, par exemple, mon ETL, une connexion avec une base, où je vais devoir renseigner mon user et mon mot de passe, je ne vais pas le renseigner directement là, ça va aller me déporter sur un Azure Key Vault, dans lequel je vais stocker mon mot de passe de façon complètement sécurisée. Et comme ça, dans mon outillage, je vais juste avoir le lien qui va se faire avec le Key Vault, une référence, s'ils appellent ça des secrets, qui sont dans le Key Vault. Et comme ça, j'ai aucune gestion de secrets qui va être dans mon code et dans mes applications. On a tout déporté et tout qui est sécurisé et garanti par Microsoft. Ensuite, gravite également autour des services plutôt orientés usage. On commence à avoir des usages autour de la data science avec par exemple du Form Recognizer qui va venir pour pouvoir aller faire de l'analyse de texte. Et on va aussi retrouver nos outils pour pouvoir accéder à notre donnée avec un déploiement actuellement de la solution Power BI chez IMA. Donc si on se focalise sur les deux principales ressources qui sont vraiment centrales dans l'architecture qu'on a mis en place, on va retrouver deux ressources. La première, c'est les comptes de stockage de type Gen 2. C'est des comptes de stockage. Dans un compte de stockage comme ça sur Azure, ça va permettre de stocker tout type de données, qu'elles soient structurées ou non structurées. Et on va pouvoir mettre en place, quand on est en mode Gen 2, c'est-à-dire qu'on va avoir un système hiérarchique de notre donnée. Et ça va nous permettre que si on stocke bien notre donnée avec les bons systèmes d'indexation et qu'on éclate bien la donnée dans les bons index au niveau de nos comptes de stockage, de pouvoir aller directement requêter la donnée sur ces comptes de stockage sans passer par de la base. Donc on le verra après sur notre architecture, c'est quelque chose qui va nous permettre de pouvoir scinder en fonction des usages qu'on va faire de la donnée. Est-ce que je vais la stocker plutôt dans un compte de stockage ou plutôt dans de la base de données, on va dire traditionnelle, qui va être dans le Synapse. Le stockage, l'avantage dans du Gen 2, c'est que c'est du stockage, ça coûte beaucoup moins cher que faire du stockage dans des bases de données. On va pouvoir directement requêter la donnée avec des systèmes de pool serverless. Et on va pouvoir avoir des niveaux de services différents en fonction de nos usages. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on va utiliser, parce que ça va avoir des impacts au niveau du coût. C'est qu'il y a 3 niveaux de services qui sont possibles, soit de la donnée à chaud, c'est-à-dire que ma donnée elle est directement accessible,
je peux la requêter très rapidement. Ça va être le niveau de service le plus haut, du coup, avec le coût le plus haut. Mais je vais avoir aussi des niveaux de service à froid et d'archives, où là, ça va me permettre d'aller entreposer de la donnée, donc j'ai peut-être pas besoin tout le temps. Donc nous, ça va, par exemple, on utilise ces services-là pour de la donnée qu'on a besoin d'historiser. On vient la déposer là. Si on n'a pas encore d'usage, on va la déposer dans des containers à froid. Et si un jour, on commence à avoir des usages, on ira récupérer cette donnée pour aller la réinjecter dans des containers à chaud. Le deuxième service, qui est vraiment notre service central, c'est Synapse Analytics. Donc Synapse, en fait, c'est une brique logicielle qui regroupe dans le même logiciel, en fait, 3 logiciels. Et ça va être un gros avantage, c'est que je vais avoir une seule interface dans laquelle je vais retrouver à la fois mes bases de données, donc c'est à travers des SQL pools, c'est du stockage qui est optimisé pour traiter des gros volumes de données et qui est vraiment optimisé restitution. Donc là, dans ces bases-là, je vais aller chercher de la performance en restitution, un peu moins en écriture. Je vais retrouver aussi toute une brique Spark qui va me permettre de pouvoir mettre en place des notebooks avec différents langages, notamment du Python qu'on va utiliser, nous chez IMA, et de pouvoir faire tourner du code directement dans Synapse sur un moteur Spark. Et le dernier point qu'on retrouve, c'est l'outil d'intégration de données, leur ETL, c'est l'ancien Data Factory qu'on retrouve donc dans Synapse, qui va nous permettre de développer des chaînes d'alimentation de données plus traditionnelles de façon graphique, hors code. L'avantage de l'outil, c'est que pour un développeur, quand on est sur la page de Synapse, j'ai accès à tout sur la même interface. En un clic, je switch de ma base de données à mes traitements ETL, à mon code Python. Autre gros point fort de cette solution, c'est vraiment le mix entre le code Spark et mon ETL graphique. Ça va me permettre, dans un même pipeline d'alimentation de données, de pouvoir aller mixer les deux technologies. Et du coup, en termes de supervision, pour les personnes nous qui assurent cette supervision, c'est transparent. Pour eux, c'est un pipeline qui se lance. Si derrière, niveau développement, on a choisi d'utiliser du code ou qu'on a choisi d'utiliser de l'ETL graphique, c'est exactement la même chose. Et on va voir que dans l'architecture qu'on a mis en place, nous, on a vraiment utilisé ce mixte entre stockage fichier, stockage base et développement ETL en mode code et ETL en mode graphique. Donc si on arrive sur la partie architecture, l'objectif, c'est pas de rentrer dans les différentes couches qu'on a mis en place, c'est juste de montrer comment est-ce qu'on a déployé le technique, des couches plutôt techniques, type une couche pour intégrer la donnée, une couche avec, par exemple, toutes nos tables temporaires, toutes nos métabases. Dès que la donnée, en fait, elle n'est pas accessible par des utilisateurs, on va aller stocker ça dans des comptes de stockage. Ça va nous permettre d'avoir des coûts de stockage moins élevés, mais aussi d'avoir vraiment une meilleure performance à l'écriture. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, les SQL pools, ils sont vraiment optimisés en termes de restitution de données. En termes de chargement, c'est un peu plus long que quand on écrit dans du fichier. Donc, on va mettre du SQL pool uniquement sur les couches qui vont être accessibles par nos utilisateurs. Donc, nos entrepôts de données et nos data marts. Il y a une chose qui n'apparaît pas ici aussi, sur lequel on a mis un accent assez fort, c'est sur la donnée sécurisée. On a fait le choix de venir splitter et de vraiment venir mettre à côté toute la donnée sécurisée. On peut avoir de la donnée de santé, de la donnée sensible. Donc on va venir, par exemple, dans nos camps de stockage, c'est une gestion par container de la donnée, on va venir mettre en place des containers très spécifiques pour ces données-là, avec une politique de sécurité qui a été validée chez IMA, et sur lequel, derrière, on va aller, nous, mettre en place des politiques très, très restrictives en termes d'accès à la donnée. Idem pour la partie stockage de données. Toute la donnée sensible, elle est stockée dans des bases à part, dans des schémas à part, sur lesquels on va vraiment, en gros, personne n'y a accès, et on donne accès juste à une table à une personne si l'usage en est justifié. Maintenant, si on passe sur les deux ressources qui gravitent autour, qui paraissaient intéressantes à présenter, qu'on utilise beaucoup, ça va être la brique DevOps et la brique Purview. La brique DevOps, c'est tout ce qui va nous permettre de mettre en place le travail collaboratif et toute notre CI/CD. Il y a une brique
qui va aussi nous servir, c'est la brique Azure Board, c'est un sous-service d'Azure DevOps qui va nous permettre d'aller avoir une gestion de nos tâches. Donc ça va être pour l'agilité de nos projets. C'est ce qui nous permet tous les matins d'animer nos mêlées où on a nos tâches qu'on affecte aux différents développeurs. Et on va avoir, grâce à ça, une interconnexion, on va le voir après, avec la partie livraison. Parce que dans Azure DevOps, on retrouve cette brique, mais aussi la brique repo. Donc là, c'est tout mon code qui va être stocké. Et là aussi, un gros avantage d'avoir toute cette solution intégrée, c'est que pour mettre en place Azure DevOps sur du Synapse, c'est juste un clic à faire. Dans Azure Synapse, je dis maintenant, tu te connectes à tel service Azure DevOps que j'ai créé. Et automatiquement, mon code de Synapse va venir se stocker dans Azure Repo. Donc ensuite, bien sûr, il faut choisir sa stratégie de branche, comment je veux faire. Mais ensuite, automatiquement, j'ai rien à faire. Mon code, il vient se mettre dans Azure Repo. Et le dernier module qu'on va retrouver, c'est Azure Pipeline. Azure Pipeline, ça va être le module qui va me permettre de déployer mon code. Donc quand j'ai besoin de, vous avez vu, avec nos 4 environnements pour changer, ça va être des pipelines qu'on va exécuter de livraison et qui vont me permettre de bouger mon code d'environnement en environnement. L'interconnexion avec les outils, où c'est intéressant, là par exemple, si on va jusqu'à l'Azure Born, c'est que si on est bien consciencieux dans le travail, ça demande une certaine rigueur, mais qu'on sait chaque personne qui a fait sur chaque ticket, en fait derrière c'est automatiquement branché à notre Azure Repo et notre Azure Pipeline, ce qui fait que quand je vais faire un déploiement, je sais automatiquement tous les tickets que je viens de livrer dans ma version qui va monter en recette par exemple. Donc ça demande juste que quand je vais faire mes commits et mes merges au niveau de mon Azure Repo, je sélectionne les tickets qui avaient été mis en place dans l'Azure Board et comme ça, je vais avoir directement mon récapitulatif de savoir ce que j'ai monté en recette, ce que j'ai monté en homologation et en production. Le deuxième outil qui gravite autour, qui est intéressant à vous présenter, c'est Azure Purview. Donc Azure Purview, c'est une solution de data catalogage et de data gouvernance qui va également là aller s'interconnecter très simplement avec nos différents comptes de stockage et notre Synapse, à la fois pour la partie traitement et pour la partie stockage de données. Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? C'est qu'Azure Purview, il va faire un scan des différents systèmes. Donc ça va nous permettre d'avoir le catalogage complet de notre donnée, de bénéficier de la puissance là-dessus d'un Microsoft sur les outils de recherche. Donc on a une barre de recherche comme si j'étais dans un navigateur qui va me permettre d'avoir un moteur de recherche très performant. Je tape le nom d'un indicateur, le nom d'une table et je vais avoir tout ce qui va apparaître directement à l'écran et je vais pouvoir aller naviguer à l'intérieur de mon outil. Une brique collaborative qui va permettre d'aller inclure les métiers à l'intérieur pour pouvoir leur dire qu'eux, ils viennent compléter des définitions sur leurs indicateurs. Et comme ça ne reste pas une solution technique. Nous, on va avoir un premier scan technique qui va se faire, qui va être automatisé. Mais derrière, on va pouvoir le compléter. Et enfin, une brique de linéage qui est intéressante, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un traitement Synapse qui se lance et qui est modifié, le linéage se met automatiquement à jour dans Synapse. Donc ça veut dire que mes métiers, ils cliquent sur leur indicateur qui est dans leur report Power BI et ils vont avoir le tracé de toute la donnée pour savoir par où elle est passée. Si on parle d'un cas d'usage rapidement, on a notre premier projet qu'on a mis en place, c'était un projet pour un service d'IMA qui est le bureau de transport terrestre, où on a la particularité, on a la donnée qui arrive, qui est événementielle, qui va tomber dans un data lake, sur lequel on va avoir des premières chaînes d'alimentation ETL qui là vont être en temps réel. Donc ça va être du déclenchement automatique. Dès que j'ai de la donnée qui arrive dans le data lake, j'ai mes chaînes qui se lancent. Et celles-là, elles sont développées avec du notebook. Comme ça nous permet d'avoir une chaîne 100% générique qui fait que n'importe quelle donnée qui arrive, on va pouvoir l'aspirer et la ramener dans nos couches. Et derrière, on va retrouver une deuxième chaîne d'alimentation qui va venir se déclencher, elle, en mode batch, entre notre PID et notre entrepôt de données, qui va venir ramasser les données qu'on a accumulées tout au long de la journée pour charger notre entrepôt. Et là, avec une chaîne plus classique d'ETL qui est développée avec des data flows. Ici, là, ça nous permet de vraiment scinder notre infrastructure. Et la partie Spark en notebook, elle va nous permettre de gagner du temps sur si on avait notre infra BI traditionnel qui tourne toutes les nuits. Là, on gagne du temps parce qu'on charge sur nos premières couches tout à la volée et on apporte toute une première stratégie de contrôle de notre donnée. Ce qui va être contrôle de cohérence, contrôle de qualité.
on apporte tout ça au fur et à mesure de la journée, et à la fin, sur notre nuit applicative, on n'a plus qu'à prendre la donnée qui est chargée et l'amener dans nos couches, plus que dans une couche de base de données, pour pouvoir l'exposer à nos utilisateurs. Aujourd'hui, c'est du SAP-BO, et on est en train de commencer à reconstruire tous ces reporting sur Power BI. Pour finir, en termes de bilan, nous, ce qu'on a vraiment apprécié sur cet outil, c'est le fait qu'on a une solution complètement intégrée et qui nous permet de vraiment gagner du temps sur de l'interconnexion. Je veux mettre du DevOps, je n'ai pas besoin de m'embêter à aller créer mes repos et tout se fait tout seul en quelques clics. J'ai vraiment un gain de temps, et on a la chance avec ces outils-là, c'est qu'ils sont en perpétuelle évolution. Donc ça sort régulièrement des releases, notamment sur PureView, qui va venir toujours proposer de nouvelles fonctionnalités. Tout ça, ça nous a vraiment permis d'être beaucoup plus nous focaliser sur le développement du cas d'usage et pas devoir un petit peu perdre du temps et de l'énergie sur comment je vais mettre en place mon exploitation, comment je vais mettre en place ma gestion des logs. Si on parle en termes de planning, on a mis à peu près 6 mois pour faire le choix des ressources Azure, le temps de poker les différentes, de caler notre architecture et de mettre en place notre premier cas d'usage. Et on a mis 1 an pour avoir notre premier projet en production sur lequel on a du reporting qui sort de manière récurrente. Ce qui reste à faire, c'est maintenant que la brique elle est en place, il y a de nombreux projets qui sont dans la roadmap Schéma pour intégrer le cloud Azure. Donc on a toute cette roadmap, on a l'intégration des filiales et des différentes entités du groupe, donc qu'il va falloir venir accompagner pour qu'on travaille tous dans le même espace. Et le dernier point, c'est pas mal d'enjeux autour de la data science qui sont encore aujourd'hui en train d'être finis, d'être maturés soit dans notre lab, soit dans nos sandbox, et que maintenant il va falloir faire prendre le coup leur projet pour pouvoir aller en production. Voilà pour la présentation. Si vous avez des questions, je vous invite, on a le stand juste à la sortie et puis on sera disponible pour vous répondre. Je peux ajouter un truc ? Oui, vas-y. Alors, merci à Guillaume pour la présentation. Il a montré énormément de services Azure. IMA n'est pas un shop Microsoft. Il me challenge en permanence sur les solutions. Ils en testent d'autres. Hein. Là, on a vu que du Microsoft pratiquement, mais je vous assure qu'ils utilisent d'autres solutions. Je parlais de partenariat au début. On a eu l'impression qu'on était un peu dans un dispositif classique, le client, l'intégrateur et puis les services de l'éditeur. Donc on pense service conseil à 3 000 € la journée. Non, on n'est pas dans ce modèle-là. On est vraiment en mode collaboratif, monté en compétences et garantie de succès pour notre client. Le programme Fast Track qu'a évoqué Guillaume est un programme qui sont des ressources gratuites mais à disposition de notre partenaire pour qu'il apporte la meilleure qualité de service au client final. Voilà. Donc, quand je vous disais que c'est pas obligatoirement un shop Microsoft, c'est vrai. Je suis très challengé. Quand Jean-Emmanuel me demande est-ce que ça tu sais faire, compte tenu de la confiance qu'on a développée ensemble, je sais dire non, ça j'ai pas de solution et je peux pas répondre. Mais on en arrive. Enfin, on a développé depuis le démarrage une excellente collaboration tripartite. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est parce que ça se passe très bien. Et donc merci à Valoway et merci à notre client commun qui est le groupe IMA.